Cinquième exposé. Temps et histoire. Ô gentilhomme, la vie est courte. Si nous vivons pour marcher sur la tête des rois. Shakespeare, Henri IV. Thèse 125e. L'homme, l'être négatif qui est uniquement dans la mesure où il supprime l'être, est identique au temps. L'appropriation par l'homme de sa propre nature est aussi bien sa saisie du déploiement de l'univers. L'histoire est elle-même une partie réelle de l'histoire naturelle, de la transformation de la nature en homme. Marx. Inversement, cette histoire naturelle n'a d'autre existence effective qu'à travers le processus d'une histoire humaine, de la seule partie qui retrouve ce tout historique, comme le télescope moderne dont la portée rattrape dans le temps la fuite des nébuleuses à la périphérie de l'univers. L'histoire a toujours existé, mais pas toujours sous sa forme historique. La temporalisation de l'homme, telle qu'elle s'effectue par la médiation d'une société, est égale à une humanisation du temps. Le mouvement inconscient du temps se manifeste et devient vrai dans la conscience historique. Thèse 126e. Le mouvement proprement historique, quoique encore caché, commence dans la lente et insensible formation de la nature réelle de l'homme, cette nature qui naît dans l'histoire humaine, dans l'acte générateur de la société humaine, mais la société qui alors a maîtrisé une technique et un langage, si elle est déjà le produit de sa propre histoire, n'a conscience que d'un présent perpétuel. Toute connaissance, limitée à la mémoire des plus anciens, y est toujours portée par des vivants. Ni la mort ni la procréation ne sont comprises comme une loi du temps. Le temps reste immobile comme un espace clos. Quand une société plus complexe en vient à prendre conscience du temps, son travail est bien plutôt de le nier, car elle voit dans le temps non ce qui passe, mais ce qui revient. La société statique organise le temps selon son expérience immédiate de la nature, dans le modèle du temps cyclique. Thèse 127e. Le temps cyclique est déjà dominant dans l'expérience des peuples nomades, parce que ce sont les mêmes conditions qui se retrouvent devant eux à tout moment de leur passage. Hegel note que l'errance des nomades est seulement formelle, car elle est limitée à des espaces uniformes. La société qui, en se fixant localement, donne à l'espace un contenu par l'aménagement de lieux individualisés, se trouve par là même enfermée à l'intérieur de cette localisation. Le retour temporel en des lieux semblables est maintenant le pur retour du temps dans un même lieu, la répétition d'une série de gestes. Le passage du nomadisme pastoral à l'agriculture sédentaire est la fin de la liberté paresseuse et sans contenu, le début du labeur. Le mode de production agraire, en général, dominé par le rythme des saisons, est la base du temps cyclique pleinement constitué. L'éternité lui est intérieure. C'est ici-bas le retour du même. Le mythe est la construction unitaire de la pensée qui garantit tout l'ordre cosmique autour de l'ordre que cette société a déjà en fait réalisé dans ses frontières. Thèse 128e. L'appropriation sociale du temps, la production de l'homme par le travail humain, se développe dans une société divisée en classes. Le pouvoir qui s'est constitué au-dessus de la pénurie de la société du temps cyclique, la classe qui organise ce travail social et s'en approprie la plus-value limitée, s'approprie également la plus-value temporelle de son organisation du temps social. Elle possède pour elle seule le temps irréversible du vivant. La seule richesse qui peut exister concentrée dans le secteur du pouvoir, pour être matériellement dépensée en fêtes somptuaires, s'y trouve aussi dépensée en tant que dilapidation d'un temps historique de la surface de la société. Les propriétaires de la plus-value historique détiennent la connaissance et la jouissance des événements vécus.
Ce temps, séparé de l'organisation collective du temps qui prédomine avec la production répétitive de la base de la vie sociale, coule au-dessus de sa propre communauté statique. C'est le temps de l'aventure et de la guerre, où les maîtres de la société cyclique parcourent leur histoire personnelle, et c'est également le temps qui apparaît dans le heurt des communautés étrangères, le dérangement de l'ordre immuable de la société. L'histoire survient donc devant les hommes comme un facteur étranger, comme ce qu'ils n'ont pas voulu et ce contre quoi ils se croyaient abrités. Mais par ce détour revient aussi l'inquiétude négative de l'humain, qui avait été à l'origine même de tout le développement qui s'était endormi. Thèse 129e. Le temps cyclique est en lui-même le temps sans conflit. Mais dans cette enfance du temps, le conflit est installé. L'histoire lutte d'abord pour être l'histoire dans l'activité pratique des maîtres. Cette histoire crée superficiellement de l'irréversible, son mouvement constitue le temps même qu'il épuise, à l'intérieur du temps inépuisable de la société cyclique. Thèse 130e. Les sociétés froides sont celles qui ont ralenti à l'extrême leur part d'histoire, qui ont maintenu dans un équilibre constant leur opposition à l'environnement naturel et humain et leur opposition interne. Si l'extrême diversité des institutions établies à cette fin témoigne de la plasticité de l'autocréation de la nature humaine, ce témoignage n'apparaît évidemment que pour l'observateur extérieur, pour l'ethnologue revenu du temps historique. Dans chacune de ces sociétés, une structuration définitive a exclu le changement. Le conformisme absolu des pratiques sociales existantes, auxquelles se trouvent à jamais identifiées toutes les possibilités humaines, n'a plus d'autre limite extérieure que la crainte de retomber dans l'animalité sans forme. Ici, pour rester dans l'humain, les hommes doivent rester les mêmes. Thèse 131e. La naissance du pouvoir politique, qui paraît être en relation avec les dernières grandes révolutions de la technique, comme la fonte du fer, au seuil d'une période qui ne connaîtra plus le bouleversement en profondeur jusqu'à l'apparition de l'industrie, est aussi le moment qui commence à dissoudre les liens de la consanguinité. Dès lors, la succession des générations sort de la sphère du pur cyclique naturel pour devenir événement orienté, succession de pouvoirs. Le temps irréversible est le temps de celui qui règne, et les dynasties sont sa première mesure. L'écriture est son arme, et dans l'écriture, le langage atteint sa pleine réalité indépendante de médiation entre les consciences. Mais cette indépendance est identique à l'indépendance générale du pouvoir séparé, comme médiation qui constitue la société. Avec l'écriture apparaît une conscience qui n'est plus portée et transmise dans la relation immédiate des vivants, une mémoire impersonnelle qui est celle de l'administration de la société. Les écrits sont les pensées de l'État, les archives sa mémoire. De Novalis. Thèse 132e. La chronique est l'expression du temps irréversible du pouvoir et aussi l'instrument qui maintient la progression volontariste de ce temps à partir de son tracé antérieur, car cette orientation du temps doit s'effondrer avec la force de chaque pouvoir particulier. Retombant dans l'oubli indifférent du seul temps cyclique connu par les masses paysannes qui, dans l'écroulement des empires et de leur chronologie, ne changent jamais. Les possesseurs de l'histoire ont mis dans le temps un sens, une direction qui est aussi une signification. Mais cette histoire se déploie et succombe à part. Elle laisse immuable la société profonde, car elle est justement ce qui reste séparé de la réalité commune. C'est en quoi l'histoire des empires de l'Orient se ramène pour nous à l'histoire des religions. Ces chronologies retombées en ruine n'ont laissé que l'histoire apparemment autonome des illusions qui les enveloppaient. Les maîtres qui détiennent la propriété privée de l'histoire, sous la protection du mythe, la détiennent eux-mêmes d'abord sur le mode de l'illusion. En Chine et en Égypte, ils ont eu longtemps le monopole de l'immortalité de l'âme, comme leurs premières dynasties reconnues sont l'aménagement imaginaire du passé.
Mais cette possession illusoire des maîtres est aussi toute la possession possible, à ce moment, d'une histoire commune et de leur propre histoire. L'élargissement de leur pouvoir historique effectif va de pair avec une vulgarisation de la possession mythique illusoire. Tout ceci découle du simple fait que c'est dans la mesure même où les maîtres se sont chargés de garantir mythiquement la permanence du temps cyclique, comme dans les rites saisonniers des empereurs chinois, qu'ils s'en sont eux-mêmes relativement affranchis. Thèse 133e. Quand la sèche chronologie, sans explication du pouvoir divinisé parlant à ses serviteurs, qui ne veut être comprise qu'en tant qu'exécution terrestre des commandements du mythe, peut être surmontée et devient histoire consciente, il a fallu que la participation réelle à l'histoire ait été vécue par des groupes étendus. De cette communication pratique entre ceux qui se sont reconnus comme les possesseurs d'un présent singulier, qui ont éprouvé la richesse qualitative des événements comme leur activité et le lieu où ils demeuraient, leur époque, naît le langage général de la communication historique. Ceux pour qui le temps irréversible a existé y découvrent à la fois le mémorable et la menace de l'oubli. Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête, afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes, etc. Thèse 134e. Le raisonnement sur l'histoire est inséparablement raisonnement sur le pouvoir. La Grèce a été ce moment où le pouvoir et son changement se discutent et se comprennent, la démocratie des maîtres de la société. Là était l'inverse des conditions connues par l'État despotique, où le pouvoir ne règle jamais ses comptes qu'avec lui-même, dans l'inaccessible obscurité de son point le plus concentré, par la révolution de palais, que la réussite ou l'échec met également hors de discussion. Cependant, le pouvoir partagé des communautés grecques n'existait que dans la dépense d'une vie sociale dont la production restait séparée et statique dans la classe servile. Seuls ceux qui ne travaillent pas vivent. Dans la division des communautés grecques et la lutte pour l'exploitation des cités étrangères était extériorisé le principe de la séparation qui fondait intérieurement chacune d'elles. La Grèce, qui avait rêvé l'histoire universelle, ne parvint pas à s'unir devant l'invasion, ni même à unifier les calendriers de ces cités indépendantes. En Grèce, le temps historique est devenu conscient, mais pas encore conscient de lui-même. Thèse 135e. Après la disparition des conditions localement favorables qu'avaient connues les communautés grecques, la régression de la pensée historique occidentale n'a pas été accompagnée d'une reconstitution des anciennes organisations mythiques. Dans le heurt des peuples de la Méditerranée, dans la formation et l'effondrement de l'État romain, sont apparues des religions semi-historiques qui devenaient des facteurs fondamentaux de la nouvelle conscience du temps et la nouvelle armure du pouvoir séparé. Thèse 136e. Les religions monothéistes ont été un compromis entre le mythe et l'histoire, entre le temps cyclique, dominant encore la production, et le temps irréversible, où s'affrontent et se recomposent les peuples. Les religions issues du judaïsme sont la reconnaissance universelle abstraite du temps irréversible qui se trouve démocratisé, ouvert à tous, mais dans l'illusoire. Le temps est orienté tout entier vers un seul événement final, le royaume de Dieu est proche. Ces religions sont nées sur le sol de l'histoire et s'y sont établies. Mais là encore, elles se maintiennent en position radicale à l'histoire. La religion semi-historique établit un point de départ qualitatif dans le temps, la naissance du Christ, la fuite de Mahomet, mais son temps irréversible, introduisant une accumulation effective qui pourra dans l'islam prendre la figure d'une conquête ou dans le christianisme de la réforme, celle d'un accroissement du capital, est en fait inversé dans la pensée religieuse comme un compte à rebours. L'attente, dans le temps qui diminue, de l'accès à l'autre monde véritable, l'attente du jugement dernier. L'éternité est sortie du temps cyclique. Elle est son au-delà,
Elle est l'élément qui rabaisse l'irréversibilité du temps, qui supprime l'histoire dans l'histoire même, en se plaçant comme un pur élément ponctuel où le temps cyclique est rentré et s'est aboli de l'autre côté du temps irréversible. Bossuet dira encore « Et par le moyen du temps qui passe, nous entrons dans l'éternité qui ne passe pas. » Thèse 137e. Le Moyen-Âge, ce monde mythique inachevé, qui avait sa perfection hors de lui, est le moment où le temps cyclique, qui règle encore la part principale de la production, est réellement rongé par l'histoire. Une certaine temporalité irréversible est reconnue individuellement à tous dans la succession des âges de la vie, dans la vie considérée comme un voyage, un passage sans retour dans un monde dont le sens est ailleurs. Le pèlerin est l'homme qui sort de ce temps cyclique pour être effectivement ce voyageur que chacun est comme signe. La vie historique personnelle trouve toujours son accomplissement dans la sphère du pouvoir, dans la participation aux luttes menées par le pouvoir et aux luttes pour la dispute du pouvoir. Mais le temps irréversible du pouvoir est partagé à l'infini sous l'unification générale du temps orienté de l'ère chrétienne, dans un monde de la confiance armée, où le jeu des maîtres tourne autour de la fidélité et de la contestation de la fidélité due. Cette société féodale, née de la rencontre de la structure organisationnelle de l'armée conquérante telle qu'elle s'est développée pendant la conquête, et des forces productives trouvées dans le pays conquis, idéologie allemande, et il faut compter dans l'organisation de ces forces productives leur langage religieux, a divisé la domination de la société entre l'Église et le pouvoir étatique, à son tour subdivisé dans les complexes relations de suzeraineté et de vassalité des tenures territoriales et des communes urbaines. Dans cette diversité de la vie historique possible, le temps irréversible, qui emportait inconsciemment la société profonde, le temps vécu par la bourgeoisie dans la production des marchandises, la fondation et l'expansion des villes, la découverte commerciale de la terre, l'expérimentation pratique qui détruit à jamais toute organisation mythique du cosmos, se révéla lentement comme le travail inconnu de l'époque quand la grande entreprise historique officielle de ce monde eut échoué avec les croisades. Thèse 138e. Au déclin du Moyen Âge, le temps irréversible qui envahit la société est ressenti par la conscience attachée à l'ancien ordre sous la forme d'une obsession de la mort. C'est la mélancolie de la dissolution d'un monde, le dernier où la sécurité du mythe équilibrait encore l'histoire, et pour cette mélancolie, toute chose terrestre s'achemine seulement vers sa corruption. Les grandes révoltes des paysans d'Europe sont aussi leurs tentatives de réponse à l'histoire qui les arrachait violemment au sommeil patriarcal qu'avait garanti la tutelle féodale. C'est l'utopie millénariste de la réalisation terrestre du paradis, où revient au premier plan ce qui était à l'origine de la religion semi-historique, quand les communautés chrétiennes, comme le messianisme judaïque dont elles venaient, réponse aux troubles et aux malheurs de l'époque, attendaient la réalisation imminente du royaume de Dieu et ajoutaient un facteur d'inquiétude et de subversion dans la société antique. Le christianisme, étant venu à partager le pouvoir dans l'Empire, avait démenti à son heure, comme simple superstition, ce qui subsistait de cette espérance. Tel est le sens de l'affirmation augustinienne, archétype de tous les satisfecit de l'idéologie moderne, selon laquelle l'Église installée était déjà depuis longtemps ce royaume dont on avait parlé. La révolte sociale de la paysannerie millénariste se définit naturellement d'abord comme une volonté de destruction de l'Église. Mais le millénarisme se déploie dans le monde historique et non sur le terrain du mythe. Ce ne sont pas, comme croit le montrer Norman Cohn dans La poursuite du millénium, les espérances révolutionnaires modernes qui sont des suites irrationnelles de la passion religieuse du millénarisme. Tout au contraire, c'est le millénarisme, lutte de classe révolutionnaire parlant pour la dernière fois la langue de la religion, qui est déjà une tendance révolutionnaire moderne, à laquelle manque encore la conscience de n'être qu'historique.
Les millénaristes devaient perdre parce qu'ils ne pouvaient reconnaître la révolution comme leur propre opération. Le fait qu'ils attendent d'agir sur un signe extérieur de la décision de Dieu est la traduction en pensée d'une pratique dans laquelle les paysans insurgés suivent des chefs pris hors d'eux-mêmes. La classe paysanne ne pouvait atteindre une conscience juste du fonctionnement de la société et de la façon de mener sa propre lutte. C'est parce qu'elle manquait de ces conditions d'unité dans son action et dans sa conscience qu'elle exprima son projet et mena ses guerres selon l'imagerie du paradis terrestre. Thèse 139e. La possession nouvelle de la vie historique, la Renaissance, qui trouve dans l'Antiquité son passé et son droit, porte en elle la rupture joyeuse avec l'éternité. Son temps irréversible est celui de l'accumulation infinie des connaissances, et la conscience historique issue de l'expérience des communautés démocratiques et des forces qui les ruinent va reprendre, avec Machiavel, le raisonnement sur le pouvoir désacralisé, dire l'indicible de l'État. Dans la vie exubérante des cités italiennes, dans l'art des fêtes, la vie se connaît comme une jouissance du passage du temps. Mais cette jouissance du passage devait être elle-même passagère. La chanson de Laurent de Médicis, que Burckhardt considère comme l'expression de l'esprit même de la Renaissance, est l'éloge que cette fragile fête de l'histoire a prononcé sur elle-même, comme elle est belle, la jeunesse, qui s'en va si vite. Thèse 140e. Le mouvement constant de monopolisation de la vie historique par l'état de la monarchie absolue, forme de transition vers la complète domination de la classe bourgeoise, fait paraître dans sa vérité ce qu'est le nouveau temps irréversible de la bourgeoisie. C'est au temps du travail, pour la première fois affranchi du cyclique, que la bourgeoisie est liée. Le travail est devenu, avec la bourgeoisie, travail qui transforme les conditions historiques. La bourgeoisie est la première classe dominante pour qui le travail est une valeur, et la bourgeoisie qui supprime tout privilège, qui ne reconnaît aucune valeur qui ne découle de l'exploitation du travail, a justement identifié au travail sa propre valeur comme classe dominante et fait du progrès du travail son propre progrès. La classe qui accumule les marchandises et le capital modifie continuellement la nature en modifiant le travail lui-même, en déchaînant sa productivité. Toute vie sociale s'est déjà concentrée dans la pauvreté ornementale de la cour, parure de la froide administration étatique qui culmine dans le métier de roi. Et toute liberté historique particulière a dû consentir à sa perte. La liberté du jeu temporel irréversible des féodaux s'est consumée dans leur dernière bataille perdue avec les guerres de la Fronde ou le soulèvement des Écossais pour Charles-Édouard. Le monde a changé de base. Thèse 141e. La victoire de la bourgeoisie est la victoire du temps profondément historique, parce qu'il est le temps de la production économique qui transforme la société, en permanence et de fond en comble. Aussi longtemps que la production agraire demeure le travail principal, le temps cyclique, qui demeure présent au fond de la société, nourrit les forces coalisées de la tradition qui vont freiner le mouvement. Mais le temps irréversible de l'économie bourgeoise extirpe ses survivances dans toute l'étendue du monde. L'histoire, qui était apparue jusque-là comme le seul mouvement des individus de la classe dominante, et donc écrite comme histoire événementielle, est maintenant comprise comme le mouvement général. Et dans ce mouvement sévère, les individus sont sacrifiés. L'histoire qui découvre sa base dans l'économie politique, c'est maintenant l'existence de ce qui était son inconscient, mais qui pourtant reste encore l'inconscient qu'elle ne peut tirer au jour. C'est seulement cette préhistoire aveugle, une nouvelle fatalité que personne ne domine, que l'économie marchande a démocratisée. Thèse 142e. L'histoire, qui est présente dans toute la profondeur de la société, tend à se perdre à la surface. Le triomphe du temps irréversible est aussi sa métamorphose en temps des choses,
parce que l'arme de sa victoire a été précisément la production en série des objets, selon les lois de la marchandise. Le principal produit que le développement économique a fait passer de la rareté luxueuse à la consommation courante est donc l'histoire, mais seulement en tant qu'histoire du mouvement abstrait des choses qui domine tout usage qualitatif de la vie. Alors que le temps cyclique antérieur avait supporté une part croissante de temps historique vécu par des individus et des groupes, la domination du temps irréversible de la production va tendre à éliminer socialement ce temps vécu. Thèse 143e. Ainsi, la bourgeoisie a fait connaître et a imposé à la société un temps historique irréversible, mais lui en refuse l'usage. Il y a eu de l'histoire, mais il n'y en a plus, parce que la classe des possesseurs de l'économie, qui ne peut pas rompre avec l'histoire économique, doit aussi refouler comme une menace immédiate tout autre emploi irréversible du temps. La classe dominante, faite de spécialistes de la possession des choses, qui sont eux-mêmes par là une possession des choses, doit allier son sort au maintien de cette histoire réifiée, à la permanence d'une nouvelle immobilité dans l'histoire. Pour la première fois, le travailleur, à la base de la société, n'est pas matériellement étranger à l'histoire, car c'est maintenant par sa base que la société se meut irréversiblement. Dans la revendication de vivre le temps historique qu'il fait, le prolétariat trouve le simple centre inoubliable de son projet révolutionnaire, et chacune des tentatives jusqu'ici brisées d'exécution de ce projet marque un point de départ possible de la vie nouvelle historique. Thèse 144e. Le temps irréversible de la bourgeoisie maîtresse du pouvoir s'est d'abord présenté sous son propre nom comme une origine absolue, l'an premier de la République. Mais l'idéologie révolutionnaire de la liberté générale, qui avait abattu les derniers restes d'organisation mythique des valeurs, et toute réglementation traditionnelle de la société, laissait déjà voir la volonté réelle qu'elle avait habillée à la romaine, la liberté du commerce généralisée. La société de la marchandise, découvrant alors qu'elle devait reconstruire la passivité qu'il lui avait fallu ébranler fondamentalement pour rétablir son propre règne pur, trouve dans le christianisme, avec son culte de l'homme abstrait, le complément religieux le plus convenable. Marx, Le Capital. La bourgeoisie a conclu alors avec cette religion un compromis qui s'explique aussi dans la présentation du temps. Son propre calendrier abandonné, son temps irréversible, est revenu se mouler dans l'ère chrétienne dont il continue la succession. Thèse 145e. Avec le développement du capitalisme, le temps irréversible est unifié mondialement. L'histoire universelle devient une réalité car le monde entier est rassemblé sous le développement de ce temps. Mais cette histoire, qui partout à la fois est la même, n'est encore que le refus intrahistorique de l'histoire. C'est le temps de la production économique, découpé en fragments abstraits égaux, qui se manifeste sur toute la planète comme le même jour. Le temps irréversible unifié est celui du marché mondial et corollairement du spectacle mondial. Thèse 146e. Le temps irréversible de la production est d'abord la mesure des marchandises. Ainsi donc, le temps qui s'affirme officiellement sur toute l'étendue du monde comme le temps général de la société, ne signifiant que les intérêts spécialisés qui le constituent, n'est qu'un temps particulier.